Un ancien ministre de Bouteflika s'est exprimé publiquement pour soutenir la politique budgétaire et financière qui pour moi est une folie, la folie budgétaire et financière de Tebboune. Cet ancien ministre, c'est Amartou. Au moins, Amartou, il a fait une contribution réelle, sérieuse, pour analyser la politique budgétaire du pays. Amartou trouve que le déficit budgétaire en Algérie n'est pas inquiétant, au contraire, et que Tebboune a finalement raison d'exploser le déficit budgétaire, d'exploser la dette publique. Je voulais d'abord ce qu'il a écrit en comparant l'Algérie au Maroc et à la Tunisie. Pour la dette intérieure du Maroc, le taux à fin mai 2024 était de l'ordre de 69,6% du PIB. En Algérie, le poids de la dette intérieure dans le PIB varie de 40 à 56%. Ce poids de la dette intérieure dans le PIB, en l'absence de presque totale de la dette extérieure, et comme nous avons une fiscalité pétrolière, c'est jouable. On devrait dépenser encore plus et créer. La dette publique, c'est quoi? C'est créer de la monnaie. Même si ta croissance économique ne correspond pas au rythme de la création de ta monnaie. C'est même dangereux ce que Amartou est en train de conseiller à Tebboune. Pourquoi c'est dangereux? Quand il compare au Maroc et à la Tunisie, effectivement, les deux pays, ils ont une dette extérieure importante. Il y a une différence entre s'endetter pour financer ton économie et s'endetter, comme le cas de l'Algérie, pour financer le fonctionnement de l'État. Le Maroc, quand il s'endette, c'est pour construire des infrastructures, pour continuer à investir dans l'industrie, pour continuer à se moderniser. Tebboune, il a augmenté le déficit budgétaire pour financer quoi? Pas l'économie algérienne, mais pour financer les dépenses de l'État, pour financer le train de vie de l'État. Il a triplé, quadruplé le budget de la présidence, il a doublé, triplé le budget de la ministère de la Défense nationale. Un ancien ministre de Bouteflika s'est exprimé publiquement pour soutenir la politique budgétaire et financière qui pour moi est une folie, la folie budgétaire et financière de Tebboune. C'est quand même un exemple, une situation assez rare qui mérite d'être relevé, analysé et commenté. Effectivement, un ancien ministre de Bouteflika a publié une tribune, et de cela 24 heures, pour analyser la question budgétaire, la gestion des budgets publics en Algérie, la politique de Tebboune, et pour l'appuyer, pour la soutenir à la fin, pour dire qu'il n'y a pas de problème réellement avec la politique excessivement dépensière du régime Tebboune. Cet ancien ministre, c'est Amartou. Amartou, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est un ancien ministre de Bouteflika. Il était notamment ministre de la Santé de 2005 à 2003. Auparavant, il était ministre des Transports entre 2008 et 2013. C'était le secteur où il est resté le plus longtemps. Amartou, il a publié une contribution qui s'appelle, intitulée « Le déficit budgétaire, une source de financement ». Alors, elle est technique. C'est ce qui fait qu'elle est intéressante, parce que généralement, malheureusement, en Algérie, la plupart des politiques en Algérie, quand ils font des contributions, c'est pour insulter, pour diffamer les pays étrangers comme le Maroc, les Émirats, la France, etc., ou pour insulter les opposants, les diaboliser, c'est des contributions qui n'apportent rien au débat. Le niveau est tellement bas que t'as même pas envie de les lire. Au moins, Amartou, il a fait une contribution réelle, sérieuse, pour analyser la politique budgétaire du pays. Et globalement, je vais vous lire quelques extraits. Amartou trouve que le déficit budgétaire en Algérie n'est pas inquiétant, au contraire, qu'il ne faut pas s'en inquiéter, et que Abdelmadjid Tebboune, grosso modo, je vous la résume, je vous lirai un extrait, grosso modo que l'Algérie n'est pas dans une situation financière et budgétaire compliquée, au contraire, et qu'on devrait continuer à aggraver le déficit ou à renforcer la dépense publique. C'est ce que font beaucoup d'autres pays émergents pour pour financer nos programmes de développement. Et c'est pas grave d'avoir une dette publique élevée et que finalement la dette publique de l'Algérie n'est pas aussi élevée par rapport à d'autres pays et que le déficit budgétaire de l'Algérie n'est pas aussi élevé par rapport à d'autres pays et que la situation n'est pas alarmante. Et que Tebboune a finalement raison d'exploser le déficit budgétaire, d'exploser la dette publique. C'est un passage obligé pour aller créer de la croissance économique et développer le pays. C'est que c'est pas inquiétant. Pourquoi? C'est ce que dit Amartou, et je voulais vous le dire, je vais vous lire un extrait. Tant que la dette publique elle est en dinars, et elle n'est pas formée par un endettement extérieur en devises, il n'y a pas de problème. Et que comme dans les autres pays, comme dans les pays européens, etc., la norme est d'avoir 60% de la dette publique, un niveau de dette publique de 60% du PIB, c'est pas inquiétant. L'Algérie a encore de la marge et au contraire, le déficit budgétaire peut être utilisé pour financer le développement du pays. Est-ce que Amartou a raison? Avant de contredire et avant de ne pas être totalement d'accord avec lui, en sortant nos arguments, je voulais d'abord ce qu'il a écrit dans sa contribution en comparant l'Algérie au Maroc et à la Tunisie. Alors, voilà ce que dit Amartou. Pour la dette intérieure du Maroc, le taux à fin mai 2024 était de l'ordre de 69,6% du PIB. Toute la richesse nationale du Maroc. Pour une dette publique globale ou dette nationale, la dette extérieure et la dette
intérieure et dette extérieure réunies, de l'ordre de 85% du PIB. C'est quand on rajoute au Maroc, dans le cas du Maroc, quand on additionne la dette publique intérieure et la dette extérieure, le Maroc est endetté à hauteur de 85% de son PIB. Et il est possible que la dette, selon Amartou, elle est projetée à plus de 100% du PIB du Maroc à la fin de l'année 2025. Son service de la dette extérieure, du Maroc toujours, quant à lui, dépasse les 65% des recettes d'exportation à fin 2024, pour un taux admissible par la Banque mondiale et le FMI qui varie entre 15 et 25% pour les pays en développement. C'est que le Maroc, selon Amartou, selon les calculs d'Amartou, 65% de ses recettes d'exportation sont destinées pour financer sa dette extérieure, qu'il a contractée. Parce que quand tu contractes une dette extérieure, tu payes des intérêts, tu dois rembourser selon un échéancier. En Tunisie, alors que dans le pays développement, il voulait que normalement 15 à 25% de leurs recettes en exportation de devises doit être dédié à la dette, le reste doit rester pour financer le développement du pays. En Tunisie, Amartou affirme que la part de la dette publique, dette nationale incluant la dette intérieure et la dette extérieure, dans le PIB a progressé de 40,7% à 98 à 78% entre 2011 et 2024, où la dette extérieure par contre chuta de 70% à de la dette nationale. En 2019, à seulement 48,9% en juin 2024. Toutefois, la dette publique, dette intérieure plus dette extérieure de la Tunisie représentait en 2004 quelque 78,1% du PIB, comme sous-indiqué. Au vu des données marocaines et tunisiennes, reprises dans les paragraphes précédents, les deux pays sont surendettés avec une moins mauvaise situation pour la Tunisie, qui voit sa dette extérieure reculer depuis 2010, mais aux côtés d'une dette intérieure qui s'envole. Le Maroc, par contre, semble être presque totalement hypothéqué vis-à-vis de ses créanciers, l'encours de sa dette extérieure à 2024 étant de l'ordre de 43 milliards de dollars, en augmentation de 11% par rapport à la fin de l'année 2021. En Algérie, donc voilà, elle a parlé de la Tunisie et du Maroc pour nous dire que la situation au Maroc et en Tunisie, elle est plus catastrophique. La Tunisie, elle est endettée, elle était beaucoup endettée, mais sa dette extérieure recule. Le Maroc, il a une dette extérieure de 43 milliards de dollars, plus une dette intérieure. Et les deux, leur dette publique, elle dépasse les 78% pratiquement pour la Tunisie. Et le Maroc, sa dette publique, elle est de 69,6% de son PIB. Donc la situation, selon Amartou, la Tunisie du Maroc, elle est beaucoup plus grave que celle de l'Algérie, et il le dit. En Algérie, le poids de la dette intérieure dans le PIB varie de 40 à 56%, et ce corrélativement avec le poids de la fiscalité pétrolière dans les recettes budgétaires, et partant dans les dépenses budgétaires. Ce poids de la dette intérieure dans le PIB, en l'absence de presque total de la dette extérieure, est de ce fait inversement proportionnel au poids de la fiscalité pétrolière, qui elle, dans les recettes budgétaires, est directement corrélée avec le prix du baril du pétrole sur le marché pétrolier mondial, très en retrait par rapport aux taux européens, marocains et tunisiens. Quant à l'encours de la dette extérieure pour l'Algérie, il n'est que de 0,3 milliard de dollars ou 0,1 du PIB pour 2024 en tendance baissière vers une nullité totale si ce n'est le prêt spécifique qu'a contracté l'Algérie avec une institution bancaire régionale. À la lumière de ces taux et par comparaison à ces deux pays, de comparaison raisonnable, admissible, les réserves potentielles de l'Algérie à faire recours davantage à cette dette intérieure sont encore confortablement très élevées, de l'ordre de 20%, au moins par référence à la norme européenne qui est de 60%. La création monétaire pour relancer et soutenir l'économie en ce moment de disette ne devrait pas, autre mesure, inquiéter les limites de ses potentialités. Donc Amartou, il dit, comme l'Algérie elle est faiblement endettée à l'extérieur, que le service de la dette en Algérie extérieure ne représente même pas 300 millions de dollars, qu'on doit payer peut-être par an, voilà, c'est rien du tout. Comme le pays, la dette publique, elle est même pas encore à 50%, et comme nous avons une fiscalité pétrolière, c'est-à-dire le pétrole continue de nous ramener de l'argent, c'est jouable. On n'a pas à s'inquiéter, on devrait dépenser encore plus et créer. La dette publique, c'est quoi? C'est créer de la monnaie. Tu fabriques encore des dinars, et avec la fabrication de la monnaie, tu finances tes entreprises publiques, tes organismes publics, ta sécurité sociale, ta santé, ton éducation, même si tes recettes sont faibles. Et tu continues à dépenser et créer de la monnaie, même si ta croissance économique ne correspond pas au rythme de la création de ta monnaie. Et comme nous avons encore la fiscalité pétrolière, ça couvre un peu. Donc, Amartou soutient Tebboune, il dit qu'on peut continuer à augmenter au moins notre déficit, notre dette publique de 20% encore dans les années à venir. Et il dit que ça va pas nous menacer, puisque en Tunisie et au Maroc, ils sont beaucoup plus graves que nous, et donc c'est des pays qui sont nos voisins, on pourrait faire
mieux qu'eux en ayant des dépenses publiques très élevées, parce qu'on a une dette extérieure moins élevée, pas quasiment inexistante par rapport à la Tunisie et au Maroc. Est-ce que Amartou a raison? Malheureusement, non. Et c'est même dangereux ce que Amartou est en train de conseiller à Tebboune. Pourquoi c'est dangereux? Quand il compare au Maroc et à la Tunisie, effectivement, les deux pays ils ont une dette extérieure importante. Sauf que les dépenses dans les deux pays ne sont pas les mêmes. L'Algérie, elle a un problème, c'est que la majorité des pays développés, quand ils s'endettent, pourquoi? C'est pour assurer le fonctionnement de leur économie et le confort de vie de leur population. Et les grands pays qui s'endettent, ou c'est parce qu'ils ont le dollar comme les États-Unis d'Amérique, ou parce qu'ils ont l'euro comme la France, ou parce que c'est le Japon qui ont une maîtrise industrielle et qui ont la capacité de gagner de l'argent et un PIB très élevé. Même si la dette dépasse leur PIB quand même, il dépasse largement les 2000 milliards de dollars, donc, ou en équivalent de dollars, donc ils peuvent continuer à s'endetter. Ils ont la capacité d'avoir une maîtrise des technologies et industrielles, et c'est des puissances économiques qui comptent dans ce monde, qui exportent beaucoup, qui importent beaucoup certes, mais qui exportent beaucoup, qui participent à l'innovation technologique dans le monde. Alors, c'est des puissances qui sont endettées. Ils ont des monnaies fortes, des monnaies convertibles, des monnaies utilisées dans le marché mondial, des monnaies qui sont achetées par les investisseurs, et les grands bailleurs de fonds internationaux prêtent à ces pays parce que ces pays, ils ont des fondamentaux industriels, scientifiques, et c'est des puissances scientifiques et économiques. Les pays qui sont en voie de développement, les pays émergents, qui sont endettés, ils s'endettent pourquoi? Pour financer leur économie. Il y a une différence entre s'endetter pour financer ton économie et s'endetter, comme le cas de l'Algérie, pour financer le fonctionnement de l'État, le train de vie de l'État. Contrairement à la Tunisie et au Maroc, pourquoi l'Algérie, quand elle dépense beaucoup d'argent, c'est donc plus dangereux pour elle que pour la Tunisie et le Maroc? Parce que la Tunisie, quand elle s'endette, c'est pour financer des besoins élémentaires et pour financer son économie. Le Maroc, quand il s'endette, c'est pour construire des infrastructures, pour financer les besoins élémentaires de sa population, mais surtout pour construire des infrastructures, pour continuer à investir dans l'industrie, pour continuer à se moderniser. L'Algérie, sa dette publique, elle sert à quoi? D'abord, elle sert à deux choses. Pas le besoin économique. L'Algérie, l'État algérien, il investit, surtout avec l'époque de Tebboune. À l'époque de Bouteflika, c'était différent. Amartou, il a connu l'époque de Bouteflika. Bouteflika, il a construit l'autoroute Est-Ouest, il a fait 3 millions de logements, il a fait 11 stations de salement de l'eau de mer, il a fait le métro d'Alger, il a fait 7 tramways, il a lancé le programme des stades, il a fait la grande mosquée d'Alger, il a fait le nouveau palais des conventions de Club des Pins. Donc, il a construit des infrastructures. Donc, la dette publique, quand elle était élevée, il y avait un usage économique de cette dette publique. La dette publique actuellement à Tebboune, elle sert à quoi? Pas de méga projets à lancer, que des finalisations d'achèvement de projets qui étaient déjà lancés à l'époque de Bouteflika, et c'est les dépenses sociales et les dépenses du fonctionnement de l'État. Tebboune, il a augmenté le déficit budgétaire pour financer quoi? Pas l'économie algérienne, mais pour financer les dépenses de l'État, pour financer le train de vie de l'État. Il a triplé, quadruplé le budget de la présidence, il a doublé, triplé le budget de la ministère de la Défense nationale, il a augmenté les salaires des fonctionnaires, il a augmenté le recrutement des fonctionnaires, il a augmenté le budget de la police, de la gendarmerie, il a augmenté leur nombre. Donc c'est le train de vie de l'État. C'est pas le développement économique. Et contrairement à la Tunisie et à l'Algérie, en Tunisie, ils ont combien de fonctionnaires? 650 000 et quelques. Les Marocains, au Maroc, ils ont même pas 600 000 fonctionnaires. L'Algérie, rien que les fonctionnaires civils, c'est 2,5 millions. Les fonctionnaires civils, 2,5 millions. Là, les fonctionnaires militaires, les policiers, les militaires, les gendarmes, les réservistes, on est presque à plus de 3 millions de fonctionnaires. C'est le pays africain qui a le plus de fonctionnaires je crois qu'avec l'Égypte. Les fonctionnaires, regardez la différence. Quand l'État algérien s'endette, c'est pour payer ses fonctionnaires. Or, la Tunisie et au Maroc, ils ne payent que 500 000, 600 000 fonctionnaires. Nous payons pratiquement plus de 3 millions de fonctionnaires. Donc, l'argent n'est pas utilisé de la même manière qu'en Tunisie qu'au Maroc. C'est des dépenses sociales. Vous savez que nous avons plus de 30 milliards de dollars de dépenses sociales de l'État algérien. 30 milliards de dollars de dépenses sociales. Rien que, je vous les dépenses sociales de l'État algérien. Par exemple, les aides sociales directes. Les aides sociales directes, c'est-à-dire tout ce qui est subvention du pain, etc., subvention de l'huile, de l'eau, des carburants, c'est 4,4 milliards d'euros. Les programmes sociaux qui sont financés par l'État algérien pour l'allocation de chômage, les retraités, les femmes au foyer, etc., c'est 2,3 milliards d'euros. Et les transferts sociaux, c'est 37 milliards d'euros
en 2025. Les transferts sociaux, la politique du logement, la politique de la santé, la politique de l'éducation, on paye rien, l'université on paye rien, l'école, etc. Tout ça, c'est des dépenses sociales. Les dépenses sociales de l'État algérien, c'est l'équivalent de 37 milliards de dollars. C'est en dinars, pratiquement plus de 5 928 milliards de dinars. Quand on va en Tunisie et au Maroc, c'est pas du tout la même chose. Les subventions sociales directes au Maroc, elles ne dépassent pas, en 2025, elles étaient de 2,4 milliards d'euros. Rien à voir. L'Algérie, dans la 30, les subventions sociales, 2,4 milliards d'euros. Les Marocains, ils ont quoi comme d'autres choses? Ils ont les aides sociales, ils ont d'autres, voilà, toutes les aides, même pas 3 milliards d'euros. C'est-à-dire, toutes les aides sociales du Maroc, c'est même pas 3 milliards de dollars. Nous, les dépenses sociales de l'État, c'est 37 milliards. Donc les aides directes, rien que les aides directes, c'est 4,4 milliards d'euros. La Tunisie, les aides sociales directes, c'est 1,9 milliard d'euros. 1,9. Le Maroc, avec tout ce qui est prévu dans la caisse de compensation sociale, c'est 2,6 milliards de dollars. Donc, ils dépensent, ces deux pays à eux seuls, les dépenses sociales de la Tunisie et du Maroc, quand on les additionne, ça fait même pas 4 milliards de dollars. On va dire dans les 4 milliards de dollars. Alors que l'Algérie, le soutien des prix, des carburants, de l'eau, de l'électricité, des céréales, du pain, etc., du lait, etc., tous les 7, de l'énergie et du gaz, c'est 4,4 milliards d'euros. Quand on comptabilise, les Marocains sont presque, la population du Maroc, elle est presque 38 millions d'habitants. Zidla, la population de la Tunisie, elle est de 12 millions d'habitants. 12,39, c'est plus d'une quarantaine de millions d'habitants. 10 plus 49, plus de 50 millions d'habitants. L'Algérie, c'est 47 millions d'habitants. C'est-à-dire que les dépenses sociales de plus de 50 millions de Tunisiens et de Marocains sont inférieures aux dépenses sociales de 47 millions d'Algériens. Rien que je parle de toutes les dépenses sociales. Les dépenses sociales du Maroc et de la Tunisie, ils ont 4 milliards et quelques de dollars, alors que les dépenses sociales de l'État algérien, c'est 37 milliards de dollars. Donc, c'est pas le même usage de l'argent. Quand la Tunisie et le Maroc s'endettent, c'est pas pour financer les dépenses sociales, il n'y a pas de retour sur investissement. Le lait, tout ce qu'on achète, on le bouffe, non pas d'eau. Il n'y a pas d'investissement. Mais quand tu t'endettes pour construire un aéroport, un port, une zone touristique, une zone franche, une zone économique, pour financer la modernisation de ton école, ou la modernisation de ton hôpital, ou pour soutenir ou tel projet économique, les projets économiques ont un retour sur investissement. C'est ça la grande différence. C'est que les pays émergents ou nos voisins, ils s'endettent beaucoup pour soutenir leurs économies. D'ailleurs, la preuve, quand les Algériens partent en vacances en Tunisie, il y a un tourisme et des prestations de qualité. Il y a plus de pauvreté en Tunisie qu'en Algérie. Il y a plus de pauvreté au Maroc qu'en Algérie. C'est inévitable. Mais l'Algérie, elle s'endette justement pour que sa population ne soit pas pauvre. Sauf que la croissance économique, l'économie et la situation économique de la Tunisie et du Maroc, elle est plus stable qu'en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources, des sources de devises diversifiées. La Tunisie, elle a du tourisme et elle exporte des produits agroalimentaires, elle a un peu d'industrie. Et au Maroc, il a le tourisme, il a aussi un peu d'industrie. Du coup, il y a plus de pauvres dans ces deux pays-là. Mais la classe moyenne en Tunisie et au Maroc, elle vit mieux que la classe moyenne algérienne. Quand tu veux acheter une voiture en Tunisie et au Maroc, il n'y a pas de pénurie. Quand tu veux acheter des pièces de rechange, il n'y a pas de pénurie. Quand tu veux importer, c'est plus facile. Quand tu veux consommer, c'est plus facile. Mais l'Algérie, il y a des restrictions au niveau des dépenses en devises. Pourquoi? Parce que comme nous avons des dépenses sociales très élevées et des importations de matières premières agricoles très élevées, dans l'Algérie, elle restreint les dépenses en devises. On n'importe pas de voitures, on n'importe pas de vêtements, tout est soumis à des autorisations, tout est soumis à des certificats. L'allocation touristique en Tunisie, au Maroc, elle est beaucoup plus élevée que l'allocation touristique en Algérie. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, les devises sont utilisées pour garantir la paix sociale et garantir l'achat des matières premières pour le financement des subventions sociales. Et le pain que nous consommons est importé, le sucre est importé, l'huile est importée. Donc on n'a pas les mêmes dépenses que les deux pays. C'est pour ça que Ammar Touhi se trompe. Si Tebboune poursuit sa politique, il augmente le déficit budgétaire. C'est quoi les conséquences? Nous les avons. 1. Le dinar va chuter encore davantage.
L'inflation va encore augmenter parce que le pouvoir d'achat va baisser, c'est la monnaie va baisser. Donc ça sert à rien. Mis à part le pain et les produits subventionnés, tous les autres produits non subventionnés vont nous coûter cher. 3. On sera obligé de continuer à contrôler nos dépenses en devises et à ne pas importer et à serrer le vis. Donc il y aura des biens de consommation qui seront, comme les voitures, les pièces de rechange, les vêtements, les bus, etc., feront l'objet de pénurie. Et du coup, on va beaucoup manger. C'est comme si quelqu'un qui mange bien, mais qui ne vit pas bien. C'est ça le paradoxe de l'Algérie. On va bien manger, on va pas crever de faim. Sauf qu'on va pas vivre bien. On n'aura pas de voiture, on n'aura pas de bonne voiture, on pourra pas consommer ce qu'on veut, on pourra pas voyager comme on veut. Et on n'aura pas une croissance économique, on va pas créer des emplois. Parce que tout l'argent, toute cette dette publique, elle sert pas à l'économie. Elle sert le social, elle sert le confort de vie de la population, le confort de vie, elle sert à empêcher la pauvreté extrême, mais elle ne finance pas la création de richesse. Or, au Maroc et en Tunisie, ils vont faire des usines, ils vont avoir des industries, ils diversifient leurs exportations, et c'est des pays qui vont avancer beaucoup plus que nous économiquement. Parce que le jour, il le dit à Malraux, avec la fiscalité pétrolière, mais le jour où on n'aura pas assez d'argent de la part du pétrole et du gaz, ça va se produire à partir de 2030. Son mandat va se terminer 2029. À partir de 2028-2029, nos exportations du pétrole et du gaz vont beaucoup baisser. Parce que la production va beaucoup baisser. Ce n'est pas des énergies renouvelables. Il va se passer quoi? On aura une fiscalité pétrolière. Déjà, la fiscalité pétrolière, elle baisse. Sur les 45 milliards de dollars que nous avons exportés en 2024, il y a à peine une vingtaine qui va aller dans le trésor public. Enfin, le reste, c'est la part de Sonatrach, qui doit prendre de l'argent pour son fonctionnement, ses investissements, et la part des partenaires étrangers de Sonatrach. C'est qu'une vingtaine, la fiscalité pétrolière. Et quand on n'aura plus de fiscalité pétrolière, c'est quand elle sera à une dizaine, pas une vingtaine de milliards de dollars. Comment on va faire pour soutenir ensuite et financer nos importations? Parce que la dette publique, elle est en dinars. À un moment donné, l'endettement sera inévitable. Et encore une fois, on va se retrouver avec un pays où la monnaie est très faible, où les investissements ne sont pas faits, où la croissance économique, elle est très faible. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.